Moi, je crois que Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, il n'a plus qu'une seule solution, c'est la solution qu'on appelle celle des déserteurs, c'est-à-dire d'appeler à le rejoindre des gens élus sur les listes de Naftali Bennett et de Gideon Sa'ar. Philippe Velilia, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes politologue et avec vous, on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui se passe. On est une semaine après les élections du 23 mars et il faut bien avouer que l'échiquier politique semble extrêmement complexe et les jeux d'alliance encore plus. On a du mal à voir comment une coalition va sortir de tout cela. La première question que je voudrais vous poser, c'est une question d'appréciation. On a l'impression que beaucoup de choses se passent du côté du centre-gauche avec des tractations, des dialogues, des tentatives, des discussions et c'est le calme plat au Likoud. Est-ce que c'est un calme trompeur à votre avis ? Est-ce que Benyamin Netanyahou s'est découragé ou au contraire il travaille, on va dire, dans le secret pour essayer de former cette coalition ? Écoutez, je pense qu'il continue à travailler. Le problème, c'est que la semaine dernière, son plan s'est écroulé. Son plan, c'était, dans l'hypothèse où je n'ai pas la majorité, ce qui est le cas, avec 52 mandats, même si on y ajoute les 7 de Naftali Bennett, j'aurais un accord avec Ram de Mansour Abbas, avec ces 4 mandats. On sait que les deux partis, Likoud et Ram, depuis des mois et des mois, entretiennent des relations plus ou moins officielles, mais en tout cas de collaboration. Et puis, il a eu, Benyamin Netanyahou, un incident dans sa majorité, puisque son aile extrême, l'extrême droite représentée par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, ont déclaré qu'ils excluaient totalement toute participation à un gouvernement qui dépendrait d'une façon ou d'une autre de Ram et plus largement des députés arabes. C'est une surprise pour lui, parce que finalement, il devait s'attendre à ce que Ben-Gvir ne compose pas avec Ram. Mais Benyamin Netanyahou a tendance à penser qu'il est toujours incontesté dans son camp. Ben là, il n'est plus incontesté. Et donc ce projet est tombé à l'eau, ce qui fait qu'il a aujourd'hui une seule solution. Il est pour l'instant tombé à l'eau, c'est-à-dire il peut peut-être ressurgir, parce que si Netanyahou enferme Itamar Ben-Gvir et Smotrich dans une pièce, il leur dit voilà, c'est ou ça ou un gouvernement de centre-gauche, peut-être qu'à la fin il arrivera à les convaincre. J'en suis pas persuadé. Moi, je crois que Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, il n'a plus qu'une seule solution, c'est la solution qu'on appelle celle des déserteurs, c'est-à-dire d'appeler à le rejoindre des gens élus sur les listes de Naftali Bennett et de Gideon Sa'ar. Il a déjà appelé d'ailleurs ces listes dans leur entièreté officiellement à le rejoindre. Il a appelé Gideon Sa'ar à le rejoindre, il a appelé Naftali Bennett à le rejoindre, sans succès. En tout cas, du côté de Gideon Sa'ar, c'est très ferme. Et puis, on sait que les déserteurs potentiels ont eux aussi déclaré forfait. On peut citer notamment Sharon Haskel, qui était sollicitée et qui a dit qu'il n'en était pas question pour elle, même si, a-t-elle précisé, dans un trait d'humour assez amusant, on lui a proposé la moitié du royaume. Ouais. Donc, elle n'a pas cédé. Donc, Benyamin Netanyahou est aujourd'hui dans une impasse politique. Alors, donc, c'est pas étonnant que ce soit plutôt de l'autre côté que les choses se passent. Alors, de l'autre côté, il faut bien le rappeler, une multiplication de partis. On est avec énormément de formations politiques qui vont de l'extrême gauche, on va dire, y compris, on va dire, la liste arabe, qui n'est plus tellement unifiée, et le parti Meretz. Et de l'autre côté, on a Gideon Sa'ar et Naftali Bennett. On a le sentiment aujourd'hui que ces deux-là, Bennett et Sa'ar, qui avaient l'intention de succéder chacun séparément, on va dire, à Benyamin Netanyahou, vont être obligés de pactiser. Vous pensez que c'est que ensemble qu'ils ne pourront avoir un poids véritable dans une future coalition de centre-gauche ? En tout cas, c'est le chemin qui semble se dessiner, puisque Gideon Sa'ar, qui jusqu'à présent refusait de participer à un gouvernement dirigé par Yair Lapid, a déclaré hier qu'il y serait prêt, mais à condition que Naftali Bennett soit également partie prenante, parce qu'il dit sinon ce gouvernement serait un gouvernement de gauche. Donc les deux listes sont en train de se rapprocher. Elles y ont plutôt intérêt d'ailleurs, parce qu'avec 6 députés chacune, elles ont subi un échec électoral, et donc pour peser, elles sont obligées de se rapprocher. Le vrai problème, c'est celui que vous soulignez, à savoir que cette coalition anti-Benyamin Netanyahou
est une coalition totalement hétéroclite. Ça va donc des partis arabes et de Meretz, parti de la gauche, jusqu'à Naftali Bennett, qui est quand même un homme très à droite. Donc on est dans une situation telle que les accords au sein de ce camp seront difficiles à établir. Alors, Philippe, on a appris hier que le président de l'État allait recevoir la semaine prochaine, lundi prochain, au lendemain de la fête de Pessah, toutes les têtes de liste des formations politiques qui seront représentées dans la 24e Knesset, toutes dans la même journée, et qu'il annoncera sa décision concernant la recommandation qu'il fournira mercredi. Est-ce que, et bien entendu, la presse, certains médias ont rappelé que lundi, c'était aussi le jour de la reprise du procès de Binyamin Netanyahou. Est-ce que vous avez le sentiment que le président de l'État peut avancer comme argument le fait qu'il ne peut pas, selon lui, pour des raisons morales, éthiques, etc., confier à un Premier ministre qui est inculpé le soin de former un gouvernement, parce qu'il faut rappeler que précédemment, on n'était pas encore dans la même constellation politique, puisque c'était Benny Gantz qui avait formé le gouvernement d'union nationale avec Binyamin Netanyahou, et pas dans l'autre sens. À mon avis, il pourra le faire, mais sans le dire. Sans le dire, pourquoi ? Parce que la loi n'interdit pas un député mis en examen de former le gouvernement. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le président Rivlin, il n'est pas tenu par aucun texte pour donner à tel ou tel le mandat. Il est censé donner le mandat non pas à celui qui dispose du plus de soutien, aujourd'hui ce serait Benyamin Netanyahou, il peut le donner à quelqu'un d'autre, par exemple Yair Lapid, sur sa simple intuition, à savoir que ce dernier aurait plus de chances de former une coalition de 61 députés. Donc c'est un pouvoir discrétionnaire du président et il n'a même pas à justifier son choix. Et vous pensez que Reuven Rivlin, qui d'une certaine manière est devenu l'expert, le président qui a le plus recommandé de Premier ministre durant son mandat, durant son septennat, vous pensez que Reuven Rivlin pourrait, dans un cas de figure, ne pas confier à Binyamin Netanyahou cette formation de la coalition, c'est-à-dire, par exemple, préférer un homme qui est très proche de ses idées comme Gideon Sa'ar ou un homme comme Naftali Bennett qui pourrait rassembler une forme de coalition alternative ? Là, ce serait problématique. Parce que Gideon Sa'ar comme Naftali Bennett n'ont eu que 6 mandats. Et donner à quelqu'un qui n'a que 6 mandats en premier le mandat de former un gouvernement, ça passerait, je crois, difficilement. Non, je crois que le choix se fera entre Binyamin Netanyahou et Yair Lapid. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le président Rivlin a dit que de toute façon, il ne consulterait que pendant 24 heures et pas pendant 48. Il n'a même pas pris les devants, il n'a même pas anticipé comme il l'avait fait la dernière fois. Et il a même laissé entendre qu'il pourrait ne pas accorder les prolongations. À savoir que normalement, le titulaire du mandat a 28 jours, et s'il ne réussit pas, il peut se voir octroyer 14 jours, mais apparemment le président Rivlin n'a pas envie que ça dure trop longtemps. Je crois d'ailleurs qu'il a raison. Si ça se fait pas en 28 jours, ça se fera pas. C'est pas avec 14 jours de tractation qui sont de véritables discussions de marchands de tapis, soit dit entre nous. C'est pas avec 14 jours de plus de discussions de marchands de tapis que quelqu'un arrivera à former une coalition. On l'a souligné depuis le début de cet entretien. On est dans une situation extrêmement complexe, et si un des leaders politiques n'arrive pas à simplifier un peu ce schéma, ça veut dire qu'on va très clairement vers des 5e élections, ce qui aujourd'hui est l'hypothèse la plus probable. On avance même déjà des dates, à savoir juste après les fêtes, le 5 octobre, je crois, ou bien même, on a parlé au milieu des fêtes, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, je crois qu'on a parlé du 14 septembre. Ouais. Donc voilà, on est dans cette situation. Alors, je voudrais revenir avec vous sur celui qui a été la surprise de cette élection, c'est Mansour Abbas, le leader de la liste arabe. Ce matin, on lit dans la presse israélienne qu'il y aurait des discussions très discrètes entre Mansour Abbas d'un côté et Aryeh Deri de l'autre. Et plus d'une fois, on a comparé ces derniers jours les deux formations, le parti Chasse d'un côté et le parti Ra'am de l'autre côté. Est-ce qu'effectivement,
ce qui peut paraître de prime abord incroyable, il y a plus de points communs entre le parti Raham et les partis orthodoxes israéliens que entre le parti Raham et on va dire la gauche ou le centre-gauche israélien? Bien sûr qu'il y a beaucoup plus de points communs. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Raham est parti de la liste unifiée parce qu'il l'a trouvé trop à gauche. Parce qu'il trouvait sur des questions de société, par exemple le statut des gays, la liste unifiée prenait des positions libérales, des positions trop à gauche, et là-dessus, ils rejoignent tout à fait Chasse. D'ailleurs, les deux partis se ressemblent étonnamment. Ce sont deux partis intégristes au plan religieux, ce sont deux partis conservateurs au plan des mœurs, et ce sont des partis qui représentent des populations défavorisées. Donc les deux partis se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant à analyser, c'est le fait que leur moyen d'intégration dans le jeu politique n'est pas une intégration, je dirais, à la laïque, mais une intégration de façon sectorielle, à savoir, ils défendent le secteur qui les intéresse, le secteur de la population qui les intéresse, les ultra-orthodoxes séfarades pour Chasse, et puis les musulmans plus ou moins intégristes pour Raham, d'un point de vue client, avec des pratiques clientélistes et non pas des pratiques conformes à l'intérêt général. Donc ce sont des partis qui peuvent très bien s'entendre. Et d'ailleurs, Mansour Abbas l'a dit. Il a dit que sur bien des points, il comprenait, ils le font d'ailleurs à la Knesset, sur les questions de société, sur les questions de rapport entre État et religion. Par exemple, Mansour Abbas, lui non plus, n'est absolument pas favorable au mariage civil, par exemple. Et vous pensez qu'il peut y avoir une alliance c'est-à-dire que l'on peut assister, si on n'avait pas par exemple le problème Ben Gvir, entre guillemets, il y aurait une forme de logique à retrouver Mansour Abbas dans une coalition de droite? Oui, tout à fait, il ne l'a pas exclu. Hier, il y avait même un bruit selon lequel il aurait déjà décidé de proposer au président Rivlin la candidature de Benyamin Netanyahou. Bon, le bruit n'a pas été confirmé, et ce matin, le parti Raham dit « Nous n'avons toujours pas décidé entre les deux, entre Yair Lapid et Benyamin Netanyahou », mais le parti Raham, depuis plusieurs mois, est en tractation avec le Likoud. On sait qu'à la Knesset, par exemple, on se souvient très bien de ce vote extrêmement ambigu où Mansour Abbas, qui présidait la séance, a favorisé un vote en faveur du Likoud. Donc, il y a énormément de choses. Il y a sans doute, là je m'aventure et ça n'engage que moi, il y a sans doute des pressions extérieures. On peut penser qu'un parti islamiste est soumis à une certaine pression de l'Arabie saoudite. Il y a sans doute également derrière des histoires d'argent, et on sait que l'Arabie saoudite vote Benyamin Netanyahou, ça c'est évident. Bon, ça n'engage que moi, c'est une analyse tout à fait personnelle, mais on est quand même dans ce type de configuration. Eh bien, Philippe Elia, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je pense qu'on aura l'occasion de faire appel à votre éclairage prochainement encore, vu la complexité de cette situation. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fête de Pessah. Merci à vous, Raksamer à tous.